Alors, avant de commencer cette présentation, je voudrais remercier les organisateurs des Midés de l'Antiquité, Dorian et Anthony, de me laisser la possibilité aujourd'hui de vous présenter les résultats de mon mémoire réalisé lors de mon parcours en langue classique. Lors de ce travail, j'ai eu l'occasion de travailler à un travail thématique qui a consisté à rechercher les occurrences de la Voie lactée à travers les sources égyptiennes, grecques et romaines. Et ce sont les résultats de ce mémoire que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous m'entendez bien dans le fond avec le masque? Ok, d'accord. Donc je vais essayer de parler plus fort. Et je vais faire ce que je peux. Si ça ne va pas, n'hésitez pas à me dire de monter la voix. Alors, la Voie lactée, c'est un phénomène que vous avez peut-être tous vu déjà en levant les yeux vers le ciel. Lorsque vous regardez le ciel une nuit par un temps sans nuages, vous pouvez peut-être apercevoir la Voie lactée. J'admets, dans notre pays, avec la grande pollution lumineuse que nous avons, c'est parfois difficile à discerner. Personnellement, lorsque j'ai déjà fait des observations, du ciel la nuit, j'ai déjà eu l'occasion de voir la Voie lactée, même dans des villes aussi lumineuses que Tournai. Donc c'est possible de le voir déjà à l'œil nu dans des conditions assez problématiques que nous connaissons aujourd'hui. Dès lors, il est impossible d'imaginer que les anciens ne l'aient pas vu, ne l'aient pas perçu d'une manière incomparable, d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui, sauf si nous nous retirons dans des zones à circuler, dans des observatoires, dans les grandes montagnes au Chili ou au Pérou, ou dans des autres zones assez inaccessibles, je dirais, dans nos régions à nous. Les anciens s'y sont intéressés, et la Voie lactée est un sujet qui a traversé tous les domaines de la pensée antique, à la fois dans la mythologie et dans la science, et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Ça, c'est un exemple de la Voie lactée que vous pouvez apercevoir dans des zones beaucoup plus reculées. Vous voyez qu'on voit bien le tracé. Toutes les étoiles brillantes, évidemment. Alors, cette présentation se divisera en plusieurs parties. Tout d'abord, je reviendrai brièvement sur ce qu'est la Voie lactée, aujourd'hui et dans l'Antiquité. Ensuite, je retracerai brièvement l'historique de sa découverte, pour vous montrer que certaines théories élaborées dans l'Antiquité avaient déjà une certaine véracité scientifique moderne. Je reviendrai sur les difficultés à prendre en compte dans toute recherche sur l'astronomie dans l'Antiquité, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous parler des appellations grecques et romaines de la Voie lactée. Je présenterai ensuite quelques théories mythologiques, grecques et romaines, avant de passer à quelques explications scientifiques. Et pour terminer le volet sur la Voie lactée dans la Grèce et Rome, par quelques observations scientifiques qui ont déjà été émises dans l'Antiquité. Si j'en ai encore le temps, j'aimerais pouvoir conclure par quelques remarques sur l'Égypte. Alors, qu'est-ce que la Voie lactée? La Voie lactée, dans l'Antiquité et aujourd'hui, c'est le nom qu'on donne à la bande blanche visible dans le ciel, comme vous le voyez avant sur l'image. Mais c'est également le nom que nous donnons à notre galaxie, la galaxie dans laquelle se trouve le système solaire. Une galaxie, c'est un ensemble de millions, de milliards, voire de milliers de millions d'étoiles, comprenant aussi des gaz, de la poussière et des matières sous d'autres formes, liées gravitationnellement. La bande blanche que vous voyez dans le ciel la nuit n'est rien d'autre qu'une vision de la Voie lactée vue dans un plan horizontal. Si vous coupez en fait la Voie lactée horizontalement, eh bien, c'est ce que vous pouvez apercevoir la nuit. Et ça, c'est la représentation de notre Voie lactée, une galaxie qui est en spirale, puisqu'à partir du bulbe, les bras partent en spirale. Nous nous trouvons ici. Il faudrait 100 000 ans à la vitesse de la lumière pour aller d'un bout à l'autre de la galaxie. La notion de galaxie est une notion assez moderne, puisque la découverte, en réalité, de ce qu'est cette bande blanche dans le ciel n'a été confirmée qu'en 1609. Lorsque Galilée invente la lunette astronomique, il est pour la première fois capable de confirmer que la Voie lactée est en réalité un ensemble de nombreuses petites étoiles situées dans une même région du ciel. La première fois qu'on parle de quelque chose qui s'approche de la notion de galaxie, c'est Kant qui en parle en 1755. Il parle d'univers-île, qui est en fait un ensemble d'étoiles liées par la gravitation, nous dit Kant. En 1918, naît un grand débat entre Shapley et Curtis, qui se battent pour savoir s'il existe un seul univers-île, le nôtre, ou plusieurs. Le débat ne sera tranché qu'en 1924, lorsque Hubble, mettant au point des télescopes plus perfectionnés, aperçoit pour la première fois une galaxie en dehors de la nôtre, la galaxie d'Andromède.
lorsque l'on étudie des notions d'astronomie dans l'Antiquité, il faut bien prendre en compte deux notions importantes. D'une part, l'époque, et d'autre part, le lieu. Pourquoi? Parce que le ciel est évidemment différent. Il a changé depuis l'Antiquité. Et donc, l'étoile polaire qui était dans la constellation du Dragon dans l'Antiquité se trouve maintenant dans la Grande Ourse. Dans 2000 ans, elle aura encore bougé de place. Donc, ce sont toutes des données qu'il faut bien considérer lorsqu'on étudie la Voie lactée ou des phénomènes célestes dans l'Antiquité. D'autre part, il faut prendre attention au lieu de l'observateur, puisque un observateur situé en Italie ou un observateur situé en Belgique n'aura pas le même ciel sous les yeux. Il n'y aura pas les mêmes constellations sous les yeux, et donc ce sont des phénomènes qu'il faut bien prendre garde à garder en mémoire. Alors maintenant, nous pouvons entrer dans le vif du sujet et nous intéresser aux appellations grecques et romaines de la Voie lactée. Le nom nous vient de sa couleur, et donc on va trouver chez Plutarque, enfin le pseudo-Plutarque, chez Ptolémée, des attestations que le nom Voie lactée provient de la couleur par assimilation au lait. Donc le pseudo-Plutarque nous dit qu'il y a toujours visible dans le ciel un cercle semblable à une nuée, et cette similitude en fait avec le lait se retrouve déjà dans les premières appellations de la Voie lactée. Chez Parménide, dans les fragments que nous avons conservés de Parménide, on trouve déjà l'appellation Togala ou Gala Orion, simplement le lait. La première façon de désigner la Voie lactée était simplement l'appellation lait. Puis, les conceptions évoluent et les Grecs se rendent compte, ou en font plutôt, un des cercles de la sphère. Et donc la dénomination évolue. Ils utilisent le mot Gala qu'ils mettent en génitif du mot kuklos, le mot cercle, et donc ça devient le cercle de lait. Le nom devient un adjectif, O galactios kuklos, le cercle laiteux, et puis l'adjectif est à nouveau nominalisé, O galactias. Suite à l'assimilation du to devant le iota, le mot est prononcé galaxias et écrit galaxias avec un xi, ce qui a donné le mot galaxie aujourd'hui en français. Les Romains ont repris cette image du lait, mais ils ont changé un petit peu l'appellation et eux ont introduit l'appellation qu'on va garder aujourd'hui en français, vu que ce sont eux qui ont introduit la notion de route, de chemin, dans l'appellation Via Lactea, que l'on retrouve aujourd'hui dans nos langues modernes. Via Lactea en italien, Milchstraße en allemand, Milky Way en anglais, Voie lactée en français. On retrouve aussi les appellations Candidus limes ou Lactea sedita pour parler de la route ou du chemin de lait. À côté de cette appellation, il existe également un décalque du grec. Le O galactios kuklos se retrouve dans le Circulus lacteus de Pline, Orbis lacteus des phénomènes d'Aratos, ou encore le Quircus orbis lacteus que l'on retrouve chez Cicéron, qui nous dit que cette appellation provient de la langue grecque. Comme vous pouvez le voir dans l'extrait ici, donc, il parle de la Voie lactée, que vous, comme vous l'avez reçu des Grecs, appelez Voie lactée. Enfin, cercle de lait, en fait, littéralement. D'autres appellations existent, Candidus Circulus, que l'on retrouve chez Isidore de Séville, mais toutes ont à nouveau rapport à cette couleur blanche provenant du lait. Une appellation particulière que j'ai souhaité souligner aujourd'hui est l'appellation de Sénèque, Plaga lactea, qui varie un petit peu parce qu'en fait, Sénèque ne fait pas de la Voie lactée un des cercles de la sphère, et donc il décide d'appeler la Voie lactée simplement une étendue de lait ou une région de lait, région laiteuse, puisque pour lui, la Voie lactée n'est pas un cercle de la sphère. De nombreuses légendes sont venues expliquer cette trace dans le ciel. Je les ai réparties en deux catégories. La première catégorie revient sur une insistance sur l'origine de la Voie lactée. Ce sont des théories qui mettent en scène l'origine de la Voie lactée, tandis que d'autres légendes reviennent plutôt sur la fonction, à quoi sert la Voie lactée, qu'est-ce qu'elle est en fait en réalité. Et je vais commencer par la légende la plus connue, que vous avez probablement tous déjà entendue, la légende de la Voie lactée qui naît de certaines gouttes de lait qui s'échappent du sein d'une déesse. La légende la plus connue, évidemment, met en scène Héra et Héraclès et se retrouve racontée dans de nombreux récits, chez Ératosthène, Achille Tatus, ou dans les Géoponiques.
Nous allons lire ensemble le récit qui est fait dans les Géoponiques. Zeus, ayant engendré Héraclès d'Alcmène, Héraclès qui était mortel, voulut lui faire prendre part à l'immortalité. Et il le posa, lui qui était encore enfant, sur le sein d'Héra qui dormait. Rempli de lait, l'enfant éloigna sa bouche du sein, et donc s'étant éloigné, le lait coula abondamment, et répandu dans le ciel, il forma ce qu'on appelle la Voie lactée. Il existe des variations sur cette légende, puisque Achiltatus nous raconte qu'en fait, Héraclès avait été trop fort le sein d'Héra. Donc elle s'était réveillée, elle l'avait repoussé, c'est à ce moment-là que les gouttes de lait avaient jailli. Hygin raconte encore une autre version et nous dit qu'Héraclès avait été trop gourmand. Il avait mis trop de lait dans sa bouche, il n'avait plus pu tout contenir, il avait dû recracher le lait qui a formé la Voie lactée. Mais d'autres variations sont plus importantes et mettent en scène une variation dans les personnages mêmes de la légende. On retrouve ainsi le petit Hermès à la place d'Héraclès. On retrouve également une autre légende qui renvoie à un autre temps mythologique. Chez Hygin, il faut revenir au temps où Saturne régnait en maître sur le monde. Saturne, c'est l'équivalent du Chronos grec, et Ops est l'équivalent de Rhea en grec. Et donc, nous dit Hygin, alors que Cronos mangeait tous les enfants que Ops lui donnait à un, on arrive au petit dernier qui est Zeus, Jupiter, et Ops ne veut pas lui donner Zeus à manger, donc elle le cache, et elle lui présente une pierre. Cronos sent le coup venir, et donc il demande à Ops, en guise de preuve qu'elle a bien enfanté, de presser son sein pour voir si du lait s'en écoule. Elle s'exécute, et selon Hygin, la Voie lactée serait née de ces gouttes de lait qui seraient tombées du sein d'Ops à ce moment-là. Alors c'est une légende qui a été rapidement ancrée dans les pensées grecques et romaines, et sur base de cette légende, un autre mythe est venu se greffer. C'est pour ça que j'ai choisi l'extrait des Géoponiques, qui nous dit qu'en fait la fleur de lys serait également issue du lait qui tombe du sein d'Héra, mais cette fois-ci non plus dans le ciel, mais en se mêlant à la terre. Cette légende a évidemment de grandes répercussions dans la pensée occidentale, puisqu'on en retrouve de nombreuses représentations, tant picturales que littéraires, et j'ai choisi de vous présenter un tableau de Rubens mettant en scène l'origine de la Voie lactée, telle que je viens de vous la décrire. D'autres légendes secondaires tentent d'expliquer l'apparition de la Voie lactée dans le ciel. La première nous est livrée par Philon dans le De Providentia. Il nous dit qu'en fait, lorsqu'Héraclès a dû accomplir ses 12 travaux, il a dû tuer le géant Gérion et puis ramener ses bœufs. Au retour, il a emprunté le ciel et la Voie lactée est en fait le résultat des traces des sabots des bœufs qui ont marché sur la voûte céleste. Alors c'est une légende que moi je trouve à titre personnel, mais ça c'est un petit excursus très intéressante, puisqu'on en retrouve des traces également dans les tribus indiennes d'Amérique du Nord. Donc on voit vraiment que ce sont des légendes qui sont apparues simultanément, mais dans des peuples différents qui ne peuvent avoir aucun contact entre eux. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir, et on aura ça plus tard aussi dans le cadre de l'Égypte. Une autre légende sur laquelle je ne m'attarderai pas trop aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, mais je voulais juste la mentionner, c'est Nonos de Panopolis qui nous la livre. Dans ses Dionysiaques, il nous dit que la Voie lactée est en réalité le résultat d'un catastérisme produit par Zeus. Alors qu'est-ce qu'un catastérisme ? Un catastérisme, c'est simplement la création d'une constellation ou la création d'un phénomène céleste. Je passe les détails, mais bref, Zeus promet à Héra de mettre dans le ciel un monument, quelque chose, à la gloire de son lait nourricier, et ce sera la Voie lactée. Une autre conception mythologique de la Voie lactée, mais cette fois-ci qui explique un peu la fonction de la Voie lactée, est la perception de la Voie lactée comme le lieu de séjour des âmes des morts. C'est une théorie qui est attribuée à Pythagore au départ. Porphyre ou Macrobe nous disent que c'est Pythagore qui a eu l'idée, ou qui a pensé en premier que la Voie lactée était le lieu de séjour des âmes des morts. Alors ça correspond bien à sa théorie de la métempsychose, qui nous dit que les âmes quittent le corps à la mort du corps, et selon cette théorie, elles allaient dans la Voie lactée entre deux réincarnations. Ce mythe a été mis en lumière
lumière a été utilisée, c'est par certains auteurs, comme Cicéron et Manilius, qui l'ont utilisé. Cicéron, dans le Songe de Scipion, par exemple, met en scène le Songe de Scipion à un moment donné dans la Voie lactée, et montre cette légende de manière beaucoup plus littéraire. Mais il a également existé des descriptions techniques, telles que le montre Porphyre ou Macrobe. Cette conception, cette légende, a eu une grande répercussion, puisqu'on la retrouve même chez certains auteurs chrétiens, comme Saint Jérôme, qui en fait mention dans une de ses lettres. Alors, ici, je voulais juste vous montrer que Cicéron, dans le De Republica, à un moment donné, met clairement en scène cette légende. Il l'utilise à des fins littéraires. Mais ainsi, Scipion, comme ton grand-père qui est ici, comme moi qui t'ai engendré, cultive la justice et la piété, qui sont de grandes vertus envers les parents et envers tes proches, mais qui sont surtout les plus grandes vertus envers la patrie. Cette vie est la voie qui te mènera vers le ciel et vers cette assemblée de ceux qui ont déjà vécu et qui, libérés de leur corps, habitent ce lieu que tu vois. Donc là, il y avait dans les airs un cercle resplendissant au travers des flammes d'une grandeur éclatante, que vous, comme vous l'avez reçu des Grecs, appelez Voie lactée. Donc on voit que Cicéron utilise cette légende pour exhorter ses concitoyens à faire preuve de piété, à faire preuve de justice, puisque en récompense de leurs bonnes actions, ils habiteront la Voie lactée, qui est le lieu des âmes des bienheureux. Comment cela fonctionnait-il concrètement ? Eh bien, pour voir ça, nous allons aller voir Macrobe, qui, dans le commentaire au Songe de Scipion, décrit de manière précise le processus. Alors ici, okay. Alors, il nous dit que le cercle lacté embrasse le zodiaque de sa révolution en l'entourant de sa révolution oblique. Donc en fait, le zodiaque et la Voie lactée se croisent au niveau des deux signes tropicaux, le Capricorne et le Cancer. Par ces portes, on croit que les âmes vont du ciel vers la terre pour retourner ensuite de la terre vers le ciel. C'est pourquoi l'une de ces portes est appelée porte des hommes et l'autre des dieux. Donc, je vais vous faire un petit schéma pour que vous compreniez. Donc ici, nous sommes sur Terre, là, c'est la Voie lactée, et là, on va mettre la première porte et la deuxième porte. Donc, ce que nous dit Macrobe, c'est que l'une des portes est appelée porte du Cancer, parce que c'est par celle-là qu'on commence à descendre vers les régions inférieures. Donc les âmes sont ici dans la Voie lactée, puis elles passent la porte du Cancer et vont entamer une lente descente vers la Terre. Elles vont traverser différentes couches célestes au fil desquelles elles vont acquérir les différentes qualités nécessaires à ensuite s'incarner dans un corps. À la mort de la personne, l'âme remonte au ciel, mais cette fois-ci passe par la porte qui se situe dans le tropique du Capricorne, et elle regagne, entre guillemets, son statut d'immortalité et le rang des dieux. La légende va même plus loin. Pourquoi est-ce que la première nourriture d'un bébé qui naît est le lait ? Eh bien, justement, en réminiscence de la Voie lactée, puisqu'elles avaient vécu dans la Voie lactée. Donc on voit que c'est un système cohérent, en fait, un peu, qui se tient de bout en bout. Mais la Voie lactée n'a pas été seulement le lieu de séjour des âmes des morts. Elle a aussi servi de chemin d'accès au ciel pour les âmes ou pour les dieux. Alors, ce que j'aime bien dans cette légende, c'est qu'on en a retrouvé une inscription qui s'était répandue dans la vie quotidienne, en fait. On en a retrouvé une inscription en Croatie qui nous dit que la Voie lactée t'a ramené vers la demeure des bienheureux depuis le giron de ta mère, ta foi est digne de ce lieu. Donc on voit que la Voie lactée apparaît bien comme un chemin vers le monde des morts. Pindare et Manilius mettent en scène cette légende pour les âmes des morts, tandis que Pindare, en un autre endroit, et Claudien disent qu'en fait c'est un chemin qui est réservé aux dieux. À nouveau, on en trouve des traces chez des auteurs chrétiens comme Ozone et Dracontius, qui nous disent que la Voie lactée est le chemin qui mène au séjour des bienheureux, si l'on a vécu évidemment une vie vertueuse. Certains auteurs ont même développé le mythe plus loin,
et en ont fait le lieu de séjour des dieux. Nous en trouvons une trace chez Ovide, notamment, et chez Marcianus Capella. Dès le début des Métamorphoses, Ovide place la Voie lactée comme lieu de séjour des dieux. Il nous dit qu'il y a une voie dans le ciel qui est visible par un ciel serein, qui a pour nom Voie lactée. Notable, remarquable par sa couleur elle-même. C'est là le chemin pour les dieux d'en haut, vers les demeures du grand tenant et son palais royal. À gauche et à droite, les atrias des nobles dieux, leurs portes ouvertes, sont fréquentées. La plèbe habite en des lieux séparés. Devant et sur le pourtour, les puissants habitants du ciel ont déposé leurs pénates. Donc devant et sur le pourtour, ça renvoie toujours à la Voie lactée. Ce lieu est celui que, si l'audace est permise à mes paroles, je ne craindrai pas d'appeler palatin du grand ciel. Et donc, on voit ici que Ovide crée une sorte de palatin céleste, une demeure des dieux à l'image de la Rome de l'époque. Alors pourquoi mentionne-t-il le Palatin ? Eh bien tout simplement parce qu'à l'époque, le Palatin était le lieu où résidait l'empereur et les grandes familles puissantes à l'époque. La plèbe habitait d'autres lieux. Eh bien, c'est exactement ce qui est reproduit dans le ciel. Les puissants, les dieux, notamment Jupiter, et les grands dieux habitent tout autour de la Voie lactée, tandis que les autres habitent beaucoup plus loin. Alors, ceci se retrouve également chez Marcianus Capella. Dans son récit, au cours de son récit, il nous dit que un des personnages principaux, Philologie, infléchit sa route vers la Voie lactée, où elle savait que le Sénat des dieux avait été rassemblé par Jupiter. Il y avait là la maison de Jupiter, etc., etc., etc. Mais surtout, et ce qui est intéressant, c'est que tous les bancs ont la couleur de lait. Donc, à nouveau, on voit que la Voie lactée est représentée comme le lieu de séjour des dieux dans le ciel. Une petite remarque que je n'ai peut-être pas assez bien précisée, c'est que les segmentations que j'ai faites ne sont pas chronologiques. Ce sont des distinctions que j'ai réalisées dans le cadre de mon mémoire pour classer les extraits, mais il faut bien se rendre compte que les diverses légendes ou théories que je vous explique étaient parfois simultanées ou se sont inspirées les unes des autres. Ce n'est pas un cadre chronologique, ce n'est pas l'une après l'autre. Donc nous allons passer maintenant aux premières explications scientifiques, que j'ai classées comme telles, comme explications scientifiques. Certaines sont encore fortement enracinées dans la mythologie, comme celle des Pythagoriciens, ou de Métrodore de Chios, ou d'Eunopidès de Chios. Puis d'autres se détachent de la mythologie. Nous verrons celle de Posidonius ensemble et celle d'Anaxagore. Mais d'autres théocrites restaient très intéressantes, nous n'avons pas le temps de les voir ensemble aujourd'hui. Alors, pour terminer ce chapitre, je vous parlerai de la théorie d'Aristote, puisque lorsqu'on étudie des phénomènes célestes ou des phénomènes scientifiques dans l'Antiquité, il faut parler d'Aristote. Et enfin, je vous présenterai une théorie particulière, celle de Démocrite. Quelles sont les sources principales pour aborder ce sujet ? Eh bien, tout d'abord, le passage d'Aristote lui-même, dans les Météorologiques, au livre 1, chapitre 8. Aristote consacre un long exposé à un passage en revue des différentes opinions des penseurs qui l'ont précédé. À ce passage en revue s'adjoint à chaque fois une réfutation, une critique, où il nous dit « voilà, cette théorie n'est pas possible pour telle et telle raison ». Stobé, dans les Éclogae, consacre également un chapitre complet à la description des idées des philosophes qui l'ont précédé, tout comme le pseudo-Plutarque. Philon d'Alexandrie et Achille Tatius apportent parfois un complément d'information, là où les trois auteurs précédemment cités font défaut. Et enfin, du côté des sources latines, nous pouvons citer Manilius dans ses Astronomica, qui cite souvent les théories sans nom d'auteur, et Macrobe, qui dans le commentaire au son de Scipion, lui donne les théories avec les noms d'auteurs. Commençons par la théorie d'Anaxagore. Anaxagore nous dit que la Voie lactée est la réverbération des étoiles qui ne sont pas surpassées en brillance par le Soleil. Ici, c'est la sphère des étoiles, le Soleil, la Terre. Et donc, selon Anaxagore, donc ici, il fait nuit, le Soleil envoie ses rayons comme ça.
Et donc la Voie lactée se situe ici, là où les étoiles sont protégées par l'ombre du cône de la Terre, formée par la Terre. Les étoiles ici sont directement soumises aux rayons du Soleil, et donc le Soleil les surpasse en brillance en fait. Elles ne sont pas visibles, il n'y a que celle-ci dont on voit l'éclat. Aristote critique cette théorie, puisqu'à son époque, il y avait des réflexions qui étaient en cours sur la taille des astres, leur distance, etc. Et il dit que cela n'est pas possible, parce qu'en raison de la taille des astres, des distances, etc., le cône formé par l'ombre de la Terre n'atteint pas le ciel. Et donc cette théorie n'est pas possible. D'autre part, comment expliquer que le Soleil, qui se déplace, alors que le Soleil se déplace justement, ce soit toujours la même bande du ciel où on voit les étoiles clairement plus brillantes et que ce ne soit pas différentes bandes du ciel au fur et à mesure de la nuit. Une théorie assez complète que je tenais à vous présenter aujourd'hui est celle qui a été émise par Posidonius. Posidonius d'Apamée, qui est un philosophe de la fin du IIe siècle et du début du 1er siècle avant Jésus-Christ, a établi une théorie assez complète qui comprend non seulement l'intérêt pour la composition de la Voie lactée, de quoi se constitue la Voie lactée, mais également pour sa fonction, à quoi sert-elle. Pour Posidonius, le monde est constitué de feu, dans des proportions plus ou moins denses, plus ou moins subtiles. Tout ce que nous voyons est composé de feu. Autour du monde se trouve le feu primordial, qu'il appelle l'Auge. La Voie lactée est en réalité se situe juste avant cette couche de feu supérieure. Elle se situe au-dessus des astres, mais juste en dessous de l'Auge. Et elle est formée d'une matière qui est plus subtile que les astres, mais plus dense que l'Auge, donc toujours une composition ignée. Sa fonction est de réchauffer les parties de l'univers qui sont délaissées par le Soleil. Parce que selon Posidonius, le Soleil n'est pas suffisant pour réchauffer tout l'univers, et donc il faut une contrepartie qui puisse réchauffer les parties qui sont laissées froides, entre guillemets, et donc c'est à ça que sert la Voie lactée. Venons-en maintenant à la théorie d'Aristote. Après avoir réfuté les opinions de ses prédécesseurs, dont je vous ai montré un exemple tout à l'heure, Aristote émet sa propre théorie à propos de la Voie lactée. Alors selon lui, il faut savoir que la Terre émet deux types d'exhalaisons. Une exhalaison sèche, une exhalaison humide, et cette exhalaison se condense dans les couches supérieures du ciel. La Voie lactée est créée par un mouvement d'embrasement, c'est-à-dire que lorsque les astres vont en grande quantité traverser cette exhalaison qui s'est accumulée dans une certaine portion du ciel, ils vont provoquer un certain phénomène d'embrasement, donc une certaine condensation, qui va donner cette couleur lactescente à une partie du ciel. Donc c'est ainsi qu'Aristote explique la Voie lactée, et c'est son opinion qui a un peu plus perduré que les autres. Pourtant, dans l'Antiquité, une théorie était déjà née, une théorie qu'un point de vue scientifique moderne jugera le plus correct en fait, dans toutes les théories qui ont été émises à l'époque. C'est la théorie de Démocrite qui nous dit que la Voie lactée est en réalité la réunion de nombreuses petites étoiles contiguës qui se donnent de la lumière les unes aux autres à travers la matière condensée. Donc on voit ici que Démocrite décrit la Voie lactée comme nous le dirions maintenant. Voilà, la Voie lactée, c'est un endroit du ciel où il y a de nombreuses étoiles qui sont plus visibles, de nombreuses étoiles plus importantes. Dans ce chapitre des observations scientifiques, nous allons voir des théories, un intérêt qui n'est plus porté sur la mythologie. On tente d'éliminer toute trace de mythologie et de se focaliser, de se contenter de données objectives et rationnelles. L'intérêt se porte sur la description de la Voie lactée. Comment définir la Voie lactée? Comment représenter son tracé? Dans cette partie, les sources sont un peu changées. On retrouvera toujours les sources que j'ai citées précédemment. Mais les sources les plus importantes sont Aratos et ses phénomènes. Donc une œuvre une œuvre poétique,
qui est une adaptation d'un ouvrage perdu d'Eudoxe de Cnide. Puis, toute une tradition est née des phénomènes d'Ératos, et divers textes ont repris les phénomènes d'Ératos pour l'étoffer, le commenter, etc. L'introduction au phénomène de Géminus est un ouvrage incontournable pour l'astronomie dans l'Antiquité, de même que l'Almageste de Ptolémée, qui fait la synthèse des connaissances astronomiques à son époque. Les anciens ont défini la Voie lactée comme un cercle de la sphère. Qu'est-ce qu'un cercle? Un cercle, c'est soit la ligne idéale, sans épaisseur, soit une bande plus ou moins large, comme celle du zodiaque. Plusieurs classifications ont existé dans l'Antiquité, variant le nombre de cercles. Géminus nous propose 11 cercles, Aratos seulement 4, Hyginus Isidore de Séville 7, et Sénèque ne compte même pas la Voie lactée comme un des cercles de la sphère. J'ai choisi de vous présenter la classification de Géminus, qui est la classification la plus couramment admise, je pense, dans l'Antiquité. Géminus divise les cercles en deux grandes catégories. D'une part, 7 grands cercles, puis 4 autres, qui sont des petits cercles. Comment définit-il un grand cercle? Eh bien, un grand cercle, c'est un cercle qui a pour centre le même centre que la Terre. Donc, vous pouvez le voir ici. Les grands cercles, ce sont l'équateur, ce sont l'écliptique, enfin le zodiaque, qui est en fait une bande de 6 degrés de part et d'autre de l'écliptique, où se trouvent les différentes constellations zodiacales et bande dans laquelle, du point de vue d'un observateur terrestre, se déplacent les planètes la nuit. Donc, les grands cercles sont aussi les colures, donc il y en a 2. Donc, ça sont des cercles propres aux Grecs et aux Romains. Les colures, ce sont des cercles qui passent par les pôles, et l'un passe par les points équinoxiaux, l'autre par les points solsticiaux. Et puis les 4 petits cercles sont le cercle arctique, le tropique ici, l'autre tropique et l'Antarctique, le cercle antarctique. Enfin, le cercle antarctique, pardon. Il reste 2 autres grands cercles que je n'ai pas encore mentionnés, parce qu'en fait, ce sont des cercles qui dépendent de l'observateur. L'horizon et le méridien. Alors l'horizon, c'est défini comme le cercle qui va couper le monde en deux, la partie visible par l'observateur, la partie invisible. Et le méridien, c'est le cercle qui passe par le pôle, et d'autre part, l'endroit où le soleil est au zénith pour un observateur. Donc ce sont des cercles qui sont variables par rapport à un observateur défini. Et dans les 7 grands cercles, Géminus classe la Voie lactée. Quelles sont les spécificités de la Voie lactée parmi tous ces cercles? Eh bien, la première spécificité, c'est le fait que la Voie lactée soit visible. Elle ait une certaine couleur, une certaine épaisseur, qui la rendent visible dans le monde, tandis que tous les autres cercles sont des cercles qui sont uniquement perceptibles par la pensée. Alors, ces spécificités sont sa couleur laiteuse, semblable à une nuée. La Voie lactée est souvent décrite comme néphéloïdesse, comme on l'a vu dans le premier extrait que je vous ai présenté dans les appellations grecques. Elle a une épaisseur variable, c'est-à-dire qu'au cours de son tracé, la Voie lactée est parfois plus épaisse, parfois plus fine. Parfois même, elle se subdivise, nous le verrons juste après. C'est un cercle oblique, c'est-à-dire que c'est un cercle qui coupe l'équateur en oblique et non pas en perpendiculaire ou qui lui est parallèle. Et enfin, c'est un des grands cercles de la sphère dans la plupart des classifications antiques. Son tracé, au fil des constellations, a été souvent décrit dans l'Antiquité. Alors, certains auteurs, comme Pline, s'intéressent seulement à situer la Voie lactée dans le ciel, et donc c'est pour en fait quelqu'un qui sort la nuit de sa maison, qui lève les yeux vers le ciel et qui veut trouver la Voie lactée rapidement. Pline ne cite que 2-3 constellations. Voilà, regardez telle constellation, vous trouverez le tracé de la Voie lactée. C'est tout. Manilius cite toutes les constellations, sans vraiment donner de détails. Hygin va un petit peu plus loin, il commence à décrire un petit peu, voilà, la Voie lactée dans telle constellation passe à tel endroit. Mais la description la plus précise est la description que nous offre Ptolémée dans l'Almageste, puisqu'il offre une description du tracé de la Voie lactée, constellation par constellation, en décrivant les bords de la Voie lactée par rapport aux étoiles, et en situant parfois la place de la Voie lactée au demi-degré près. Donc, après cela, la ceinture, c'est un autre nom qu'on donne à la Voie lactée, passe à travers le cocher, semblant être un flot légèrement moins dense. Donc, on voit déjà dans la description un intérêt
pour la densité. Est-ce qu'elle est plus visible? Est-ce qu'elle est moins visible? Et l'étoile sur l'épaule gauche, appelée chèvre, et les deux sur l'avant-bras droit manquent de peu de toucher le bord nord et est de la Voie lactée. On situe le bord supérieur de la Voie lactée par rapport aux étoiles de la constellation du Cocher. Tandis que la petite étoile au-dessus du pied gauche, dans l'entourage des pieds, délimite le côté ouest et sud, et que celle au-dessus du pied droit est 1,5 degré à l'intérieur du même côté que les deux étoiles conjointes sur l'avant-bras gauche, appelées chevreaux, se trouvent au milieu de la zone. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas la description complète, puisque ça, c'est un peu dur de faire sans un schéma, mais ce qui est intéressant, c'est les différents éléments qu'on peut retirer, que l'on peut voir, que Ptolémée nous donne dans sa description. Sur base de sa description, j'ai essayé de retracer le tracé de la Voie lactée. On voit qu'à un endroit, la Voie lactée se divise en deux parties. Avant de travailler sur ce mémoire, je ne savais pas cela. Et donc du coup, j'ai regardé un soir la Voie lactée et je me suis aperçu de cette séparation. Et vous pourrez le voir si vous êtes dans une zone pas trop éclairée, sans beaucoup de pollution lumineuse. Même sous nos latitudes, vous pouvez le voir. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas possible, vu qu'il fait trop nuageux, bien évidemment. Mais vous pouvez essayer un soir, vous regardez du côté du cygne et de l'aigle, et vous verrez cette séparation. Alors la Voie lactée a été représentée sur certains globes. Je vous donne ici l'exemple du globe de Mayence, où la Voie lactée est représentée par des points. Mais ce n'a pas été toujours le cas. Pourquoi? Parce que, en raison de son épaisseur, la Voie lactée pouvait empiéter sur d'autres détails que l'on voulait figurer sur les globes, sur les sphères. Et donc, pour des raisons de lisibilité, la Voie lactée n'a pas toujours été indiquée. Mais on a des preuves de sa figuration dans les textes, puisque Ptolémée nous dit que, ayant posé la place de la Voie lactée, fait ceci, cela, etc. Et puis, un texte anonyme nous dit que la Voie lactée est gravée sur la sphère avec de la cire blanche. Donc on voit clairement que la Voie lactée a été représentée. Alors, je pense que j'ai le temps pour terminer avec l'Égypte ou pas? 3 minutes. Ok, parfait. Alors, quelques petites remarques sur l'Égypte. Alors tout d'abord, on ne sait pas si les Égyptiens avaient... Enfin, on ne sait pas quelle est la dénomination des Égyptiens pour la Voie lactée. Différentes propositions ont été faites, mais aucune ne convainc réellement. La première appellation proposée est l'appellation Chaba-S, 1000 sont sésames, qui était proposée dans les années 60 par San Fajardo. Mais cette appellation renverrait plutôt à l'ensemble de la voûte céleste, et pas uniquement à la Voie lactée. Plus tard, dans les années 80, Davis parle de mer Necha, donc une sorte de voie d'eau changeante, on pourrait le traduire, mais cela renverrait plutôt à l'écliptique. Enfin, la dernière appellation proposée par Maravellia, beaucoup plus récente, en 2003, elle propose l'appellation Meseket ou Meseket Sekedou, sans apporter vraiment de preuves convaincantes. Elle traduit cette appellation par chemin d'étoile, Voie lactée, mais rien n'est convaincant. Je n'ai pas le temps d'entrer ici dans les détails. Elle se base sur des textes où on ne dit pas clairement que c'est la Voie lactée. Ça pourrait être d'autres phénomènes célestes. Maintenant, l'interprétation reste libre. Étant donné que la dénomination ne donnait pas grand-chose, d'autres théories se sont intéressées à la mythologie et à l'iconographie pour voir si on ne pouvait pas trouver quelque chose à dire de la Voie lactée à travers ça. La première théorie fait de la Voie lactée une rivière céleste correspondant au Nil terrestre. Alors les sources, l'origine de cette théorie naît dans une théorie de Darécy qui a comparé les constellations. Il a dit qu'en fait les constellations étaient simplement les représentations des nomes égyptiens, c'est-à-dire les subdivisions de l'Égypte antique. C'était les symboles des nomes, les constellations. Et donc pour lui, l'écliptique était l'équivalent du Nil terrestre. La théorie a été reprise par Berriot en 2014, qui lui reprend la théorie sur base de plusieurs explications, parfois un peu farfelues, je trouve. Il nous dit que la Voie lactée est égale au Nil terrestre. Nous n'avons pas de preuves. Juste des faisceaux d'indices par-ci, par-là. Enfin, une dernière théorie assimile la Voie lactée à la déesse Nout. Certains ont vu dans cette représentation de la Voie lactée la déesse Nout, qui représente d'habitude le ciel, avec les jambes de la déesse, le corps, la tête située dans les Gémeaux, et puis les bras qui partent vers l'avant dans la représentation classique de la déesse Nout qui représente le ciel. D'habitude, la déesse Nout représente plutôt l'ensemble de la voûte céleste.
Maintenant, est-ce qu'elle représenterait la Voie lactée? Rien ne le prouve. Donc, en conclusion, le cas d'Égypte reste très complexe. On n'a pas de dénomination assurée pour la Voie lactée. Les théories émises restent assez... n'ont pas de preuves, en fait. Et donc, du coup, d'autres recherches restent à effectuer, je pense. Par contre, dans la pensée grecque et romaine, on voit que la Voie lactée a imprégné tous les domaines de pensée. On la retrouve dans des inscriptions de la vie quotidienne. On la retrouve chez des auteurs beaucoup plus anciens, des auteurs qui vont raconter des légendes, des auteurs qui vont raconter des théories scientifiques, des auteurs qui vont la décrire. Et donc, on voit que la Voie lactée a fasciné et a provoqué toujours une recherche perpétuelle à son propos pour essayer de l'expliquer. La Voie lactée est restée dans notre pensée occidentale et la théorie de la Voie lactée comme chemin, comme son nom l'indique, est restée dans notre dénomination, se retrouve chez Théodore de Banville, qui nous dit que la Voie lactée est un chemin de triomphe et de joie. Elle se retrouve dans notre imaginaire également. Vous voyez le petit célèbre bonbon Milky Way? Eh bien, c'est à nouveau cette image du lait qui est reprise, vu qu'on voit les petites gouttes de lait qui s'échappent en fait du petit bonbon. Et donc sur ce, je vous remercie de votre attention et j'espère que cette conférence vous a donné l'envie de regarder le ciel la nuit pour essayer de trouver la Voie lactée.